Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui on fait la section 5.1, donc dans le livre là, de physique et sexy, le tome B. Euh, voilà. Donc la section 5.1, ça s'appelle la loi de Lenz, ok? Mais avant de commencer la section 5.1 comme telle, là, juste vous dire là, que bon, évidemment, là, on fait la section 5.1, donc on commence là, l'étude là, du chapitre 5. Et dans le fond, je vais juste vous dire là, que tu sais, le cours s'appelle électricité et magnétisme, hein. Ce qu'on a fait dans le cours de physique, là, NYB jusqu'à présent, ben, au début du cours, on a parlé de l'électricité, hein, les particules chargées avec les lignes de champ. Et dans le chapitre 4, on a parlé là, du champ magnétique, hein, donc les phénomènes en lien avec le magnétisme, là, les aimants qui font des champs magnétiques, tout ça. Et c'est ça, fait qu'au début, on a vu les deux phénomènes de manière un petit peu séparée, hein. Tu sais, au début de la session, on a parlé de l'électricité, ensuite de ça, on a parlé du magnétisme. On a vu ça comme étant deux phénomènes séparés. Mais ce qui arrive, c'est que l'électricité et le magnétisme, ce sont deux phénomènes qui sont reliés, hein. Souvent, on appelle ça l'électromagnétisme, hein. Donc, il existe vraiment là un lien entre le courant électrique et le champ magnétique. On l'a vu là à la fin du chapitre 4. On l'a vu que quand vous avez du courant électrique qui se promène dans un fil, dans un anneau comme ça va produire du champ magnétique. Ok, donc on peut dire que du courant électrique peut induire ou produire là, du champ magnétique. Ok. Ce qu'on va voir dans le chapitre 5, ça s'appelle l'induction électromagnétique. On va voir que le contraire aussi est aussi vrai. C'est-à-dire qu'un champ magnétique peut induire un courant électrique. Ok. Euh, donc, on dirait que ça, les gens trouvent ça normal. On dirait que quand on dit là, quand on fait passer un courant électrique dans un objet, ça peut produire du champ magnétique, qui est comme le principe des électroaimants, par exemple. Les gens disent ouais, qu'est-ce correct. Mais dire qu'un champ magnétique peut produire du courant électrique, ça, les gens trouvent ça bizarre, parce que les gens disent ah ouais, mais là, ça veut dire qu'on pourrait produire du courant électrique même si on n'a pas de pile. Ben, la réponse, c'est oui. Ok. Puis c'est vrai que c'est peut-être un petit peu bizarre là, de dire qu'on arrive à produire du courant électrique même si on n'a pas de pile. Ça a l'air un peu magique, là, un peu fou, là, mais c'est tout à fait possible. Ok. Puis en fait, l'électricité qu'on consomme, ben, qu'on produit puis qu'on consomme au Québec, c'est tout produit là, par de l'induction électromagnétique. Comment ça fonctionne? C'est les barrages hydroélectriques. Les barrages hydroélectriques, qu'est-ce qu'ils font? C'est que on s'arrange là, pour que de l'eau passe dans des espèces de petits tuyaux, là, puis des genres de conduits, puis ça fait tourner des turbines. Et la turbine, comment ça fonctionne? C'est que vous avez là une partie comme ça qui va tourner, qui s'appelle le rotor. Une autre partie qui va être fixe, qui s'appelle le stateur. Et ce qui arrive, c'est que il y a, par exemple, là, on pourrait mettre, je sais pas, là, disons par exemple des bobines de fil, là, des solénoïdes dans le stateur, puis dans le rotor, on met des aimants. Donc là, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir des aimants qui vont tourner. Donc les aimants vont passer devant les petits solénoïdes comme ça. Et ce qu'on va voir là à la section 5.1, là, puis dans le chapitre 5 en général, c'est le phénomène qui s'appelle l'induction électromagnétique. Et ce que vous allez voir, c'est que si on prend un aimant comme ça, puis qu'on l'approche et qu'ensuite on l'éloigne d'un solénoïde, ça va produire du courant induit dans le solénoïde. Quand on approche l'aimant, ça va faire du courant dans une direction. Quand on éloigne l'aimant, ça va faire du courant dans l'autre direction. Et si vous mettez plusieurs aimants, donc vous allez avoir ce phénomène-là qui se répète plusieurs fois. Donc il va avoir là dans votre solénoïde un courant dans une direction, dans l'autre direction, dans une direction, dans l'autre direction, dans une direction, dans l'autre direction. Ça va produire du courant alternatif. Okay. Et il n'y a aucune pile là-dedans, là. C'est vraiment juste des solénoïdes et des aimants qui s'approchent puis qui s'éloignent les uns des autres et ça produit du courant alternatif. Okay. Fait que c'est vraiment là, du courant qui est produit par le phénomène de l'induction électromagnétique. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre 5. Okay. Ce courant alternatif-là peut ensuite être converti là, en courant continu au besoin. Okay. Mais tout part de là. Fait que c'est toute l'énergie, là, ben, toute l'électricité qu'on utilise là, au Québec, c'est vraiment produit par un phénomène d'induction électromagnétique. Donc c'est le fun de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Okay. La section 5.1, vous allez voir, c'est une section dans laquelle il n'y a pas vraiment de calcul. Okay. C'est surtout une section qui est qualitative, qui va nous permettre de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe et dans quel sens le champ magnétique va être induit, dans quel sens le courant va être induit. Donc c'est plus une section où on va utiliser la règle de la main droite, okay, puis voir un peu dans quel sens les phénomènes vont s'exercer. Et dans les prochaines sections, le 5.2 et les suivantes, là on va voir un petit peu plus là, des équations qui sont reliées à ça. Okay. Fait que, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre dans la section 5.1, c'est la loi qui s'appelle la loi de Lenz. Okay? Donc, c'est le nom de famille d'un monsieur qui s'appelait Heinrich Lenz. Okay? Ben, lui, de la façon qu'il a écrit la loi, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Donc, il dit le courant induit dans un cadre
est telle que le champ magnétique induit généré par ce courant dans la région à l'intérieur du cadre s'oppose à la variation du flux magnétique externe qui traverse le cadre. C'est correct la définition, comment il l'a écrit. Ok, c'est un petit peu lourd là, à lire comme ça fait beaucoup de mots. Là. Nous, ce qu'on a fait dans notre livre, c'est qu'on a écrit une version, si vous voulez, un peu simplifiée de la loi de Lenz, en un peu moins de mots. Ok, on va vraiment juste à l'essentiel, mais ça dit, tout est résumé comme il faut. Ok, ça dit que le champ magnétique qui va être induit à l'intérieur d'un cadre, et ça on parle d'un cadre conducteur, là, un cadre qui pourrait être carré ou qui pourrait être ça pourrait être une boucle de courant aussi. Fait que c'est un cadre comme ça circulaire. Et on dit le champ magnétique qui va être induit à l'intérieur du cadre va s'opposer à la variation du flux magnétique externe. Okay? C'est quoi le flux magnétique? On l'a pas encore défini, on l'a pas encore vu. Okay? Par contre, on a déjà défini là, au chapitre 1, quand on a fait le théorème de Gauss, là, on a défini un truc qui s'appelait le flux électrique. Donc le flux électrique, rappelez-vous, ce qu'on disait, c'était le flux électrique, c'est la quantité de champ électrique qui va traverser une certaine surface. Okay? Donc, par exemple, un cadre pourrait se faire traverser par du champ électrique. Okay? Là, ce qu'il faut faire, c'est garder seulement la composante qui est perpendiculaire à la surface de notre cadre, perpendiculaire à l'air qui est traversé par le champ électrique. Et ça fait que la composante perpendiculaire du champ électrique multipliée par l'air du cadre, ou l'air de la région là, qui est traversée, ça nous donne le flux électrique. Mais le flux magnétique, c'est exactement l'équivalent du flux électrique, mais c'est pour le champ magnétique et non pour le champ électrique. Donc, même affaire ici, on pourrait dire qu'on a un cadre, et s'il y a un champ magnétique qui traverse ce cadre-là, okay, le champ magnétique qui va véritablement faire du flux magnétique, c'est vraiment la composante qui est perpendiculaire au plan du cadre. Okay? Fait qu'on pourrait dire exactement l'équivalent de ça. Fait qu'on pourrait dire là, c'est la composante perpendiculaire du champ magnétique multiplié par l'aire du cadre. L'aire du cadre, ça va être en mètres carrés. Okay? Et ça va donner ce qu'on appelle le flux magnétique. Donc, c'est véritablement là l'équivalent du flux électrique, mais en magnétisme. Okay? Là, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le champ magnétique induit à l'intérieur du cadre va s'opposer à la variation du flux magnétique externe. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une situation où vous avez un objet conducteur, comme un cadre conducteur comme ça, qui subit une variation de flux magnétique, ben là, ça va faire en sorte qu'il va avoir un champ magnétique induit à l'intérieur de votre cadre, et ce champ magnétique induit-là va s'opposer à la variation du flux magnétique externe. On va en faire des exemples, ok, vous allez comprendre, mais avant de regarder les exemples de ça, juste faire un petit rappel, là, ça c'est quelque chose qu'on a vu à la section 4.8. Okay. À la section 4.8, on étudiait là, le champ magnétique qui était produit par des anneaux de courant, par des spires. Okay? On regardait dans quel sens le champ magnétique allait pointer. Okay? Puis ce qu'on avait dit, c'est qu'on fait une version de la règle à main droite là, qui s'appelle doigt I, pouce B. Okay? Donc on dit, vous prenez votre main droite, et si vous avez du courant là, qui est en train de circuler dans un anneau comme ça, ben, avec vos doigts, vous reproduisez le sens d'enroulement du courant, et votre pouce va vous indiquer dans quelle direction on va pointer le champ magnétique là, produit au centre de l'anneau. Okay? C'est pour ça qu'on appelait ça doigt I, pouce B. Hein. Ça disait, mettez vos doigts dans le sens de I, et votre pouce va vous indiquer la direction du champ magnétique. Donc ça supposait ou ça sous-entendait là, très clairement que c'est le courant qui est produit, mais c'est le courant qui circule dans l'anneau qui va produire le champ magnétique. Hein. C'est le courant en premier, ensuite le champ magnétique. Donc, le courant va engendrer ou va produire un champ magnétique. Okay? Mais l'inverse est tout aussi vrai. Okay? Fait que, tu sais, on appelle ça doigt I, pouce B, mais on pourrait la lire à l'envers aussi. On pourrait dire que c'est pouce B, doigt I. C'est-à-dire que si on se retrouve dans une situation comme on va rencontrer dans quelques instants, là, où vous avez du champ magnétique qui est induit dans un cadre, ben, un champ magnétique induit, ça va aussi produire un courant induit. Okay? Fait qu'on pourrait dire, là, si vous avez une situation qui fait en sorte que dans un anneau ou dans un cadre, là, vous avez un champ magnétique qui est induit vers le haut, ben, un champ magnétique induit dans un anneau ou dans un cadre, ça va produire un courant induit aussi. Okay. Puis dans quelle direction est-ce que le courant induit va être produit? Ben, dans cette direction-là. On fait la loi pouce B, doigt I. Fait que prenez votre pouce, pointez votre pouce dans la direction que le champ magnétique est créé, et le sens d'enroulement de vos doigts va vous dire dans quel sens le courant va être produit. Okay? Fait que, autrement dit, c'est comme si ça, là, c'est
sais, c'est pas comme le courant produit du champ magnétique ou le champ magnétique produit un courant. C'est vraiment, ça vient ensemble. OK? Si vous avez du courant qui tourne dans ce sens-là, vous allez avoir un champ magnétique vers le haut. Si vous avez un champ magnétique vers le haut, vous allez avoir du courant qui tourne dans ce sens-là. Les deux, comme, arrivent ensemble, si vous voulez. OK? Il n'y a pas comme un courant qui est là, puis là, hop, le courant commence à former du champ magnétique. C'est au fur et à mesure que le courant va commencer à se faire dans l'anneau, ben, tout de suite, le champ magnétique va apparaître. C'est vraiment les deux, le courant et le champ magnétique, viennent ensemble. Donc, c'est ça. Fait qu'on va faire des exemples, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on va parler d'un champ magnétique induit, c'est vrai, OK? Mais le champ magnétique induit va lui aussi tout de suite induire un courant. Fait que les deux affaires vont apparaître en même temps. Le champ magnétique induit et le courant induit vont apparaître en même temps dans le cadre. Okay. Voilà. Fait que l'exemple, ben, on va voir plusieurs exemples différents, okay, dans la section 5.1. Le premier exemple qu'on donne, c'est l'exemple qu'on pense qui est le plus simple, le plus pédagogique peut-être. C'est que, imaginez que vous avez une zone dans l'espace, okay, dans laquelle il y a un champ magnétique qui entre dans l'écran. Okay. C'est une zone qui est bien délimitée, okay? Fait que c'est produit par des aimants là, qui sont focalisés, ou en tout cas, peu importe. Là. Fait que quand vous êtes dans cette zone-là, à l'intérieur des lignes pointillées, il y a un champ magnétique. Puis quand vous êtes ici, il n'y a pas de champ magnétique. Okay? Donc c'est vraiment une zone qui est bien définie, à l'intérieur duquel il y a un champ magnétique. Ça coupe sec. Là. Ici, il y a un champ magnétique, bang, ici, il n'y en a pas. Okay. On a un cadre qui est conducteur. Okay? Puis vous voyez, il n'y a pas de pile. Là. C'est vraiment juste un cadre conducteur, un cadre en cuivre, par exemple. Okay? Et c'est ça. Fait que vous voyez bien là, qu'ici, là, quand on est dans le bleu, dans le ciel, là, il n'y a pas de champ magnétique. Le champ magnétique est zéro. Il y a uniquement du champ magnétique quand on est dans la petite région violet, ici. Okay? Et le cadre, il se déplace à vitesse constante vers la droite. Okay? Et là, on va regarder ce qui arrive. La loi de Lenz, ça dit que le champ magnétique induit à l'intérieur du cadre va s'opposer à la variation du flux magnétique externe. Donc, ce qui arrive, c'est que ici, là, quand votre cadre est à gauche, comme ça, ben, il est dans une zone où il y a un champ magnétique égal à 0. Okay? Fait que même s'il se déplace à vitesse constante, là, le champ magnétique est tout le temps égal à 0. Fait que là, pour l'instant, vous n'avez pas de variation de flux magnétique. Le flux magnétique est juste égal à 0 tout le temps. Par contre, quand le cadre va arriver ici, puis que là, il va commencer à entrer dans la région où il y a un champ magnétique, okay, ben là, le flux magnétique dans le cadre, il va varier. Hein, parce que le flux magnétique, on l'a dit tout à l'heure, c'est égal à la composante perpendiculaire du champ magnétique qui traverse votre région, multiplié par l'aire de la région qui se fait traverser. Okay? Ici, le cadre, là, il est dans un plan, on va dire, horizontal, il est comme dans le plan de l'écran. Puis, votre champ magnétique, lui, il rentre dans l'écran. Donc, le champ magnétique est déjà directement perpendiculaire au plan du cadre. Okay? Et ce qui arrive, c'est que, bien évidemment, quand le cadre est en train de survoler puis de entrer dans la région là où il y a un champ magnétique, ben l'air qui se fait, la région là qui se fait traverser par le champ magnétique, ben elle va augmenter de plus en plus. Okay? Fait que quand le cadre est en train de rentrer dans la région où il y a un champ magnétique comme ça, votre flux magnétique augmente. Okay? Il augmente dans quelle direction? Une façon de l'écrire, c'est qu'on pourrait dire que votre cadre, là, il est habitué d'avoir aucun flux magnétique. Et là, tout à coup, quand il commence à rentrer là-dedans, il se met à avoir du flux magnétique qui entre dans l'écran et de plus en plus. Fait qu'il y a de plus en plus de flux magnétique qui rentrent dans l'écran. Fait qu'on pourrait écrire ça, là, si vous voulez, comme la variation du flux magnétique. Okay? On pourrait appeler ça là, delta phi m, si vous voulez. Okay? On pourrait dire ça. On pourrait dire qu'il y a une variation de flux magnétique qui va être là, qui va entrer dans le plan, mais qui va rentrer dans l'écran. Okay? Et ce qu'on voit ici, c'est que le champ magnétique induit à l'intérieur du cadre va s'opposer à la variation du flux magnétique externe. Fait que si vous avez une variation de flux magnétique qui entre dans l'écran, ça veut dire que votre cadre, lui, il va faire un champ magnétique induit. Je vais peut-être l'écrire comme ça, qui va être dans le sens contraire, qui va sortir de l'écran. Je vais écrire ça là, B-I-N-D, pour B induit, qui sort de l'écran. Okay? Et avec la règle à main droite ici, okay, on sait que, si on fait la règle pouce B doigt I, on sait que si on a un champ magnétique induit qui sort de l'écran, prenez votre main droite,
pointez votre pouce là, de manière à ce qu'il sorte de l'écran, vous allez voir que vos doigts vont tourner dans le sens anti-horaire. Donc, il y a un courant induit qui va apparaître là, dans le câble, qui va tourner dans le sens anti-horaire. Okay. Ça, c'est juste le temps que le câble est en train de rentrer dans le champ magnétique. Et après ça, quand il va être complètement entré dans la région où il y a un champ magnétique, là, le flux magnétique va arrêter de changer. Le flux magnétique va rester constant et là il n'y aura plus de champ magnétique induit. Okay. Par contre, quand le cadre va se mettre à ressortir, là, ça va être l'inverse. Okay? Là, le cadre il va être rendu qui est habitué de se faire traverser par un certain flux magnétique là, qui entre dans l'écran. Quand il va commencer à sortir de la région ici, ben, il va y avoir un flux magnétique qui entre dans l'écran, mais un flux magnétique qui est de moins en moins fort. Donc, c'est comme si vous étiez en train de retirer le flux magnétique de votre cadre. Donc, vous avez là une variation de flux magnétique qui est orientée dans la direction sortante. Okay. Et le cadre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire un champ magnétique induit qui va s'opposer à cette variation-là. Donc, il va faire un champ magnétique induit qui va entrer dans l'écran. Et encore une fois, avec votre règle de main droite, si vous pointez votre pouce là, pour le faire comme entrer dans l'écran, vos doigts vont tourner dans le sens horaire. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un courant tourner dans le sens horaire dans votre cadre. Okay. Puis après ça, quand le cadre va être sorti au complet, il n'y aura plus de variation de champ magnétique, de flux magnétique, donc pas de champ magnétique induit. Okay. C'est un peu difficile à comprendre tout ça, okay? Mais vous avez déjà rencontré un concept qui est pratiquement pareil. Okay? Le principe d'inertie que vous avez vu quand vous étiez en physique mécanique. Okay? Quand on parle du principe d'inertie, c'est comme si on parlait du principe d'inertie de la vitesse d'un objet. Hein. L'inertie de quelque chose, quand quelque chose a une inertie, ça veut dire qu'il veut pas changer d'état, il veut rester comme il est. Okay? Par exemple, le principe d'inertie de Newton, ce que ça dit, c'est que si vous avez un objet qui a une certaine masse, okay? Si vous avez si une masse a une vitesse égale à 0, ben elle veut rester à une vitesse égale à 0. Okay? Si on veut la mettre en mouvement, là, il faut appliquer une force dessus pour faire changer sa vitesse. Okay? Un objet qui est au repos, il est content comme ça, puis il veut rester au repos. Okay. Par contre, si vous avez un objet qui est déjà en train de se déplacer, donc un objet qui possède une vitesse constante, ben là, il veut rester avec sa vitesse constante. Okay. Donc, on peut dire que la masse d'un objet, c'est pas qu'elle s'oppose vraiment à la vitesse, c'est qu'elle s'oppose à la variation de vitesse. Hein. Elle s'oppose à la variation de la vitesse dans le temps. C'est ça, fait un objet, c'est pas qu'il veut être au repos. Là. S'il est au repos, il va rester au repos. S'il y a une certaine vitesse, il veut rester avec cette vitesse-là, mais il va s'opposer à la variation de vitesse. Okay? Ben, la loi de Lenz, c'est exactement l'équivalent. C'est comme un principe d'inertie de flux magnétique. Okay? C'est-à-dire que si un cadre a un flux magnétique égal à 0, correct, il veut rester dans un état où il va avoir un flux magnétique égal à 0. Si vous avez un cadre qui est dans un flux magnétique qui est égal à une certaine constante, c'est correct. Il veut rester dans cet état-là avec son flux magnétique constant. Donc un cadre, là, ça s'oppose pas au flux magnétique. Ça s'oppose à la variation du flux magnétique. Okay? La variation du flux magnétique, je vais l'écrire comme ça. Fait qu'à partir de maintenant, là, je vais écrire ça ici, qui est la dérivée du flux magnétique par rapport au temps. C'est d'ailleurs ça qui va revenir là, dans la section 5.2, dans les prochaines sections qu'on fera. Okay. Fait que ça, vous le voyez bien ici, j'ai même souligné en rouge, le champ magnétique induit à l'intérieur du cadre s'oppose à la variation du flux magnétique. Pas au flux magnétique comme tel, hein, parce que vous voyez ici, là, le cadre, quand il était à l'extérieur, soit ici ou ici, il n'y avait pas de champ magnétique induit. Okay. Là, les gens, des fois, ils pensent que c'est à cause qu'ils étaient dans une région où il y avait un champ magnétique égal à 0. Mais c'est pas ça, là. C'est parce qu'il n'y avait pas de variation. Okay. Regardez ici, là, quand le cadre était entièrement dans la zone centrale, là, quand il n'était pas en train ni d'entrer ni de sortir, quand il était dans la zone centrale, même s'il continue de se déplacer à vitesse constante vers la droite, là, ben, le flux magnétique ne change pas. Hein, parce que quand le cadre se déplace, ici le champ magnétique est constant, puis quand le cadre est déjà tout entré dans la région, il y a du champ magnétique, même s'il se déplace à vitesse constante, c'est toujours exactement la même aire qui est traversée par le champ magnétique. Donc, s'il y a un flux magnétique qui est constant, okay, il n'est pas en train d'avoir un champ magnétique induit, là. Okay? Fait que c'est pas parce qu'il est dans une zone où il y a un flux magnétique qui rentre dans le cadre que lui, il va faire un champ magnétique induit qui pointe vers qui sort de l'écran. C'est vraiment, ça s'oppose à la variation. Fait ici, il n'y a pas de variation de flux magnétique, donc il n'y a pas de champ magnétique induit. Okay? C'est super important de comprendre la différence, là. C'est que le champ magnétique induit, il s'oppose pas au flux magnétique.
il s'oppose à la variation du flux magnétique. Si vous faites varier le flux magnétique dans votre cadre, là oui, il sera pas content, puis il va faire un champ magnétique induit. Okay. Ça fait, c'est quoi, de quelle façon on peut s'y prendre pour faire varier le flux magnétique dans un cadre? Ben, il y a plusieurs façons. Okay? Le flux magnétique, là, c'est égal à la composante perpendiculaire du champ magnétique multipliée par l'air. Okay? Ici, là, ce qu'on a fait d'une certaine manière, c'est que quand on a déplacé le cadre, soit en le faisant entrer dans la région ou sortir de la région, ce qu'on a fait d'une certaine façon, c'est qu'on a fait varier l'air qui se faisait traverser par le champ magnétique. Okay? Donc, c'est comme si on avait appliqué là, une variation de ça ici. On a fait varier l'air, si vous voulez. Fait que si on varie l'air qui se fait traverser par le champ magnétique, ça va varier le flux magnétique. Okay? Ici, un autre exemple qu'on pourrait faire, c'est que on va prendre un aimant et on va soit l'approcher, soit l'éloigner de notre câble. Okay? Donc là, on va pas changer l'air qui est traversé par le flux magnétique. L'air va être la même. Okay? Mais par contre, un aimant, comment ça fonctionne, c'est que quand on est proche de l'aimant, l'intensité du champ magnétique est plus forte, puis quand on s'éloigne de l'aimant, ben, le champ magnétique va diminuer. Fait que si on approche ou on éloigne l'aimant, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va venir jouer avec le module du champ magnétique. Quand l'aimant va être proche du cadre, le champ magnétique va être plus fort, puis quand l'aimant va s'éloigner du cadre, le champ magnétique va être plus faible. Si on varie le module du champ magnétique, même si l'air reste constante, là, ça va varier le flux magnétique, donc ça va faire du courant magnétique, du champ magnétique induit. Okay. Encore une fois, je rappelle que le champ magnétique induit, là, il s'oppose à la variation du flux magnétique. Fait que si vous prenez un aimant à côté d'un cadre, puis que votre aimant est immobile, si vous n'êtes pas en train là, ni d'approcher ni d'éloigner l'aimant, il se passera rien. Il n'y aura pas de champ magnétique induit. Parce que là, le cadre, comme il est là, il se fait traverser par du champ magnétique qui pointe vers la gauche. Fait que oui, on pourrait dire que ce cadre-là, en ce moment-là, il y a un flux magnétique qui pointe vers la gauche. Il se fait traverser par un flux magnétique vers la gauche. Mais il n'y a pas de variation, c'est un flux magnétique qui est constant. Fait que s'il n'y a pas de variation de flux magnétique, il est content, il reste comme ça. C'est le principe d'inertie. Il veut pas, il reste comme ça. Okay? Il fait pas de champ magnétique induit. Par contre, si vous mettez à bouger l'aimant, okay, là, ça va en faire un parce que vous allez faire une variation de flux magnétique. Ici, par exemple, si vous mettez à approcher l'aimant par la gauche, qu'est-ce qui se passe? Ben là, vous allez avoir des lignes de champ magnétique qui sont de plus en plus fortes. Donc, ça va faire un flux magnétique de plus en plus fort vers la gauche. Donc, vous êtes en train de faire une variation de flux magnétique que je vais appeler défi M dt qui pointe vers la gauche. Okay? Vous mettez à avoir des lignes de champ magnétique de plus en plus fortes là, qui pointent vers la gauche et qui traversent l'air du cadre, donc un flux magnétique de plus en plus fort vers la gauche. Et là, ce qui va arriver, c'est que le champ magnétique qui va être induit dans votre cadre, il va vouloir s'opposer à la variation du flux magnétique. Fait que si votre variation de flux magnétique elle pointe vers la gauche, le champ induit, ben lui, il va pointer vers la droite. Okay? Fait que comment votre cadre peut faire pour faire un champ magnétique induit vers la droite? Ben, avec votre règle à main droite, vous le voyez. Si vous mettez votre pouce là, avec votre main droite, votre pouce pointe vers la droite, vous faites tourner vos doigts, vous allez voir que ça va faire du courant qui va se mettre à circuler dans ce sens-là, dans notre cadre. Okay? Ça, c'est ce qui se produit si on approche l'aimant. Okay. Si on éloigne l'aimant, mais évidemment, on se doute que ça va être le contraire. On peut bien le raisonner aussi. Okay. C'est que là, le cadre il était habitué d'avoir un flux magnétique qui le traversait vers la gauche. Et là, si vous éloignez l'aimant, ben, le module du flux magnétique va diminuer de plus en plus. Okay. Donc, vous êtes en train de faire une variation de flux magnétique qui pointe vers la droite. Okay. Vous êtes en train là, de réduire un flux magnétique qui pointe vers la gauche. C'est la même chose que faire un flux magnétique, une variation qui pointe vers la droite. Okay. Et à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que le champ magnétique qui va être induit dans votre cadre, lui, il s'oppose à la variation, donc il va pointer vers la gauche. Donc, dans ce cadre-là, pendant que vous êtes en train d'éloigner l'aimant, il va avoir un flux magnétique qui est induit là, vers la gauche. Et comment un cadre peut produire un champ magnétique induit vers la gauche? Mais prenez votre main droite, mettez votre pouce vers la gauche, vous allez voir que ça fait du courant qui va tourner dans ce sens-là. Okay. Fait que c'est toujours le même raisonnement qu'on va faire. Peu importe les situations, c'est toujours le même raisonnement qu'on va faire. On va d'abord identifier dans quel sens va pointer la variation du flux magnétique. Et après ça, ben, on sait que le cadre va faire un champ magnétique induit qui va s'opposer à la variation du flux magnétique externe. Okay. Ici, c'est cool. Remarquez que, tu sais, par exemple, si on met un aimant comme ça, tu sais, dans le fond, éloigner
le pôle nord d'un aimant ou approcher le pôle sud d'un aimant, c'est la même chose. Hein? Parce qu'ici, là, on avait dit que si on éloigne le pôle nord, on est en train de faire une variation du flux magnétique qui pointe vers la droite. Okay? Mais ici, c'est la même chose parce que vous avez un pôle sud. Le pôle sud, lui, ben, ça fait des lignes de champ magnétique qui pointent vers la droite. Si vous approchez le pôle sud là, du cadre ici, ça fait des lignes de champ magnétique qui pointent vers la droite, mais de plus en plus fortes. Donc, vous êtes en train là, de faire un flux magnétique qui est de plus en plus fort vers la droite. Donc, ça revient, les deux façons reviennent à faire une variation du flux magnétique vers la droite. Et donc, dans les deux cas, on va avoir un champ magnétique induit qui va pointer vers la gauche. Et un champ magnétique induit qui pointe vers la gauche, ben ça fait un courant qui circule dans ce sens-là. Okay? Fait que approcher un pôle nord, éloigner un pôle nord ou approcher un pôle sud, ça revient au même. Okay? Donc, c'est sûr qu'il y a certaines équivalences. Okay? Puis, qu'est-ce que je vous ai pas dit jusqu'à présent, mais qui est super utile de savoir, c'est que quand vous avez un courant, un champ magnétique induit, okay, comme c'est le cas, on vient de voir plusieurs exemples, si on dit, OK, vous avez un anneau, puis là, je sais pas, vous approchez un aimant, ou peu importe, là, vous arrangez pour qu'il y ait un champ magnétique induit qui pointe dans une certaine direction, ben là, on sait que ça va aussi produire un courant induit dans une certaine direction, qu'on peut trouver là, avec la règle à main droite. Mais ce qui arrive, c'est que quand on dit qu'on a un champ magnétique induit là, qui apparaît dans un anneau là, ou dans un cadre, c'est qu'il y a véritablement un courant qui se met à circuler. Et le courant qui circule, ben, ça produit un champ magnétique. Là, fait qu'il y a un vrai champ magnétique qui apparaît dans votre anneau. Okay? Quand vous avez un champ magnétique qui apparaît dans votre anneau, là, ça ici, quand on fait la règle de la main droite, ça nous indique dans quel sens pointe le champ magnétique qui est produit là, au centre de l'anneau. Okay? Fait que dans ce cas-là, si vous avez un courant qui tourne comme ça veut dire qu'au centre de l'anneau, vous avez un champ magnétique qui pointe vers le haut. Okay. Mais il n'y a pas juste la ligne du champ magnétique central, il y a tout plein d'autres lignes partout dans l'anneau qui vont en fait tourner comme ça. Okay. Et ça ici, là, un anneau qui est en train d'avoir un courant induit dans cette direction-là, ça produit des lignes de champ magnétique induites qui sont comme ça. Et ces lignes de champ magnétique-là, c'est exactement les mêmes lignes de champ magnétique qui seraient produites par un aimant qui serait placé comme ça avec le pôle nord en haut, le pôle sud en bas. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez un cadre ou un anneau qui est en train de produire un courant induit dans une certaine direction, ben, pendant qu'il est en train de produire son courant induit dans une certaine direction, c'est exactement, en fait, il va vraiment se comporter comme un aimant. C'est comme si ça, pendant qu'il est en train de faire son champ magnétique induit, c'est comme si, essentiellement, là, il devenait un aimant, puis il allait agir et interagir avec les autres objets qui l'entourent, comme si c'était un aimant, avec le pôle nord là, qui pointe dans la même direction que son champ magnétique induit est créé. Fait que si vous avez quelque chose qui produit un champ magnétique induit vers le haut, c'est comme si vous aviez un aimant avec le pôle nord qui pointe vers le haut. Okay. Et ce que ça veut dire, ça, dans les deux situations qu'on vient de faire, on a dit, ah, qu'est-ce qui arrive là, si on approche un aimant, bon, tout ça, ben, on a dit, par exemple, si on approche le pôle nord, ça va faire un champ induit vers la gauche. Mais un champ induit vers la gauche, ça veut donc dire que ce cadre-là va temporairement se comporter comme un aimant là, avec un pôle nord qui pointe vers la gauche. Et qu'est-ce qui arrive si vous avez deux aimants avec des pôles nord qui se font face? Ben, ça va se repousser. Hein? Donc, c'est ça. Donc, si on fait cette expérience-là, si vous avez là un anneau, par exemple, de cuivre, un anneau conducteur, et on va approcher un aimant de cet anneau-là, et vous allez voir qu'est-ce que ça va faire, c'est que les deux objets vont être repoussés. Donc, en fait, l'anneau, le conducteur, va se faire repousser par l'aimant, comme vous voyez. Okay. Et ici, si on éloigne l'aimant, on pourrait faire un raisonnement, on va trouver que c'est un champ magnétique induit vers la gauche. Donc, le cadre ici, ou l'anneau, dans ce cas-ci, va se comporter comme un aimant qui aura un pôle nord vers la gauche, un pôle sud comme ça. Et quand vous avez deux aimants, là, vous avez un pôle nord qui est proche d'un pôle sud, qu'est-ce que ça fait? Ça s'attire, ça, hein, deux pôles différents. Donc, quand on va retirer l'aimant ici, vous allez voir que l'anneau va être attiré okay, par l'aimant. Donc, il va être attiré un peu vers la gauche pendant que l'aimant est en train de s'éloigner. Okay. Donc, fait qu'on voit vraiment là, que un anneau ou un cadre qui est en train de faire un champ magnétique induit va véritablement se comporter comme si c'était un aimant. Il peut être attiré, il peut être repoussé par d'autres aimants. Okay. D'ailleurs, il y a une petite expérience que je vais m'oublier de la filmer, là, puis là je suis pas à mon bureau présentement, mais j'ai trouvé l'équivalent sur YouTube. Donc c'est cool comme expérience, c'est une personne, je vais vous le montrer directement. Okay. Donc on a un tuyau, un cylindre de cuivre,
Okay? Donc le cylindre, c'est un matériel qui est conducteur, mais c'est pas un matériel qui est aimanté, là. Fait que c'est juste un matériel qui est conducteur. Okay? Ici, la personne prend une petite baie de fer qui n'est pas aimantée non plus. Okay? Elle laisse tomber, le gars il laisse tomber ça à travers le tuyau, puis vous voyez, ça a juste tombé rapidement. Okay? Comme on s'attendait, rien de spécial. Okay? Là, il prend cette fois-ci un aimant. Okay? Et il va faire tomber l'aimant dans le tuyau de cuivre, et vous voyez que l'aimant va tomber vraiment plus lentement que d'habitude. Okay? Ça prend à peu près 4 secondes. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi l'aimant tombe pas juste aussi rapidement que la petite boule là, de fer? Ça que je vais expliquer dans quelques instants, ça c'est la même chose mais vu de haut. Okay? Donc vous voyez qu'il n'y a rien de spécial dans le tube, là. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de petits filets ou peu importe, il n'y a rien qui va comme entraver le mouvement là, de l'aimant. Vous le voyez vraiment, l'aimant qui va tomber là, au ralenti. Okay. Puis on dirait qu'il flotte un petit peu là, dans le tube pendant qu'il est en train de tomber. On dirait vraiment qu'il tombe là, comme au ralenti. Okay. Et pourquoi ça fait ça? Okay, ben ça que je vais vous expliquer dans quelques instants. C'est évidemment relié là, au phénomène d'induction électromagnétique. Okay. Donc, imaginez que oublions pour l'instant que c'est un tuyau. Allons-y, mettons que c'est juste un anneau conducteur, okay, en cuivre par exemple. Fait que qu'est-ce qui arrive si on prend un aimant, disons pour le nord vers le bas, c'est même pas important, vous allez voir, là. On laisse tomber ça, okay. Pendant que l'aimant est en train de s'approcher de l'anneau ici, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, si vous approchez un aimant comme ça, d'un anneau, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez faire une variation de flux magnétique qui va pointer vers le bas. Vous allez avoir une variation de flux magnétique qui va pointer vers le bas. Parce que vous allez avoir là, l'aimant avec le pôle nord comme ça, il produit des lignes de champ magnétique là, qui pointent vers le bas. Et quand vous allez approcher votre aimant, vous allez avoir des lignes de champ magnétique de plus en plus fortes vers le bas. Donc, ça va faire une variation de flux magnétique qui va être pointée vers le bas. Donc, cet anneau-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir. Il va faire un champ magnétique induit vers le haut. Et pour faire un champ magnétique induit vers le haut, là, si vous prenez votre main droite, vous allez voir que ça va faire un courant induit qui va tourner dans cette direction-là. Et ça va faire aussi que l'anneau va se comporter temporairement comme un aimant qui aurait le pôle nord et le pôle sud. Ben, pôle nord en haut, pôle sud en bas. Et là, ce que ça fait, ben, ça fait que l'aimant et l'anneau qui se comportent un peu comme un aimant, les deux pôles nord sont face à face. Puis quand vous avez deux pôles semblables qui se font face, ça va se repousser. Okay? Donc, si l'anneau et l'aimant se repoussent, ben, ça va faire une petite force vers le haut sur notre aimant. Donc, ça va ralentir, ça va freiner la chute là, de notre aimant. Okay. Ça, c'est ce qui se passe quand l'aimant est en train de s'approcher de l'anneau. Okay. Moi, j'ai supposé que le pôle sud que le pôle nord était orienté vers le bas. Ça répète le pôle sud vers le bas, c'est même pas important. Okay, ça revient au même, parce que ici, si on a un pôle sud, ben, un pôle sud, ça fait des lignes de champ magnétique qui entrent par le pôle sud, quelque chose comme ça. Okay. Donc, ça veut dire que là, en ce moment, l'anneau il se fait traverser par des petites lignes de champ magnétique qui pointent vers le haut. Si vous approchez, si l'aimant tombe, là, donc vous approchez un pôle sud, ben approcher un pôle sud, ça va faire des lignes de champ magnétique de plus en plus fortes qui pointent vers le haut. Donc, ça va créer une variation de champ magnétique qui pointe vers le haut. Donc, l'anneau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire un champ magnétique induit vers le bas. Okay. Pour faire un champ magnétique induit vers le bas, c'est que le courant va tourner dans cette direction-là. Et champ magnétique induit vers le bas, c'est comme l'équivalent d'avoir un aimant avec le pôle nord qui pointe vers le bas, donc un pôle sud qui pointe vers le haut. Et encore une fois, vous voyez que vous avez deux pôles semblables qui sont près l'un de l'autre, donc ça va se repousser. Okay. Fait que peu importe comment votre aimant est orienté, que ce soit le pôle nord en bas, le pôle sud en bas, c'est pas important. Là. Tout ce qu'on peut tirer comme conclusion générale, c'est que dès qu'un aimant va s'approcher d'un anneau conducteur, il va avoir une répulsion. Okay, donc la chute de l'aimant va être ralentie. C'est quand l'aimant est en train de s'approcher de l'anneau. Okay. Si on laisse tomber l'aimant, qu'est-ce qui va arriver? C'est oui, l'aimant va tomber plus lentement, il va être freiné un petit peu, fait qu'il va tomber plus lentement que d'habitude, mais éventuellement l'aimant il va traverser l'anneau, puis là après ça, il va tomber. Okay. Et ce que je veux vous montrer, c'est que quand l'aimant est en train de s'éloigner de l'anneau, là c'est le même aimant. Fait que vous voyez pôle nord en bas, il est tombé, il a juste continué, puis bon, il est rendu plus bas. Quand l'aimant est en train de s'éloigner de l'anneau, qu'est-ce qui se passe? Ben, encore une fois, vous allez voir ça va faire un phénomène qui a comme effet de freiner la chute. Okay? Là, ici, notre aimant est placé comme ça. Fait qu'on a les lignes de champ magnétique qui entrent dans le pôle sud. Okay? Donc, cet anneau-là, il est en train de se faire traverser par des lignes de champ magnétique qui pointent vers le bas.
mais plus que l'aimant s'éloigne, plus que ces lignes de champ magnétique-là diminuent. Fait que si vous avez des lignes de champ magnétique qui pointent vers le bas, mais qui diminuent, ça revient à dire que vous avez une variation de flux magnétique qui pointe vers le haut. Okay? Donc, pour s'opposer à ça, l'anneau va faire un champ magnétique induit qui va pointer vers le bas. Pour faire un champ magnétique induit qui pointe vers le bas, le courant va tourner dans cette direction-là. Et donc, l'anneau va se comporter comme un aimant qui aurait un pôle nord en bas, pôle sud en haut. Et là, vous voyez, un pôle nord ici et un pôle sud ici, deux pôles différents. Ça va s'attirer. Okay? Donc, ça veut dire que l'anneau, lui, va être attiré un petit peu vers le... pas l'anneau, pardon, l'aimant va être attiré un petit peu vers le haut, et là, il est en train de tomber. Fait que c'est en train de tomber, puis il se fait attirer un petit peu vers le haut, encore une fois, la chute de l'aimant va être freinée, va être ralentie. Donc, l'aimant va tomber plus lentement que d'habitude. On pourrait faire le même raisonnement, là, je le ferai pas, là, mais comme je disais, peu importe l'orientation de l'aimant, ça change rien. La chute va être freinée, quand même. Okay? Dans le fond, c'est exactement ça qui arrive, là. C'est que votre cylindre, là, moi, on a fait le raisonnement pour un anneau. Okay? La conclusion qu'on en a tirée, c'est que si l'aimant est en train de s'approcher de l'anneau, sa chute est freinée. Puis quand l'aimant a dépassé l'anneau et qu'il est en train de s'en éloigner, sa chute est freinée. Okay? Donc, ce qu'on peut dire, c'est que notre tuyau de cuivre, à l'intérieur duquel on a fait tomber notre aimant, ben, un tuyau, là, on peut voir ça comme plein d'anneaux, okay, tout l'un collé sur l'autre. Puis, on vient de faire le raisonnement que quand l'aimant est en train de s'approcher des anneaux, sa chute est freinée. Quand il est en train de s'éloigner d'un anneau, sa chute est freinée aussi. Fait que conclusion, quand on va faire descendre notre aimant là, à travers le cylindre de cuivre, sa chute va être freinée. Okay? Fait que ce qui est cool quand même, là, quand on y pense, c'est que si on était capable de, disons, voir le courant électrique, ou si on était capable de mesurer le courant électrique là, en temps réel dans ce cylindre-là, ben, ce qu'on verrait, c'est que pendant que l'aimant est en train de descendre comme ça, toutes les régions qui sont situées en bas de l'aimant auraient des courants induits qui tournent dans une certaine direction. Okay? Et toutes les régions qui se trouvent en haut de l'aimant, eux, auraient du courant induit qui tourne dans une direction contraire. Okay? Fait que c'est cool. Fait qu'au fur et à mesure que l'aimant est en train de tomber, de descendre dans le cylindre, il y a vraiment des courants qui apparaissent, des courants induits qui apparaissent momentanément dans votre cylindre de cuivre. Et c'est ces courants induits-là qui ralentissent l'aimant. Okay. Et d'ailleurs, pour que ça fonctionne, le phénomène, c'est très important que ce soit un matériel qui est conducteur. Ici, c'était du cuivre dans la vidéo qu'on a vue. Si c'était un cylindre en carton ou un cylindre en plastique, ça marcherait pas. Okay? Parce que le carton ou le plastique, c'est pas conducteur. Ça prend vraiment un matériel qui est conducteur pour que des courants électriques puissent apparaître dedans. Okay? Voilà, fait que c'est ça. Ça explique pourquoi la chute de l'aimant était freiné. Ici, j'ai trouvé des petites vidéos YouTube sur YouTube que je trouvais cool. Là. Ça, c'est un petit peu une espèce de simulation de ça. Fait que vous avez un anneau conducteur avec un aimant qui va tomber. Et vous allez voir que quand l'aimant tombe, justement, ça fait une variation de flux magnétique, ça fait du champ magnétique induit, puis ça fait véritablement là, un courant qui va apparaître dans l'anneau. Fait que vous en avez un exemple ici d'un courant dans un anneau. Qui se forme, ok? Il n'y a pas de pile, là. C'est vraiment juste de l'induction électromagnétique. Fait que vous approchez l'aimant d'un anneau, il se met à avoir du courant qui circule dans votre anneau, okay, par l'induction électromagnétique. Ici, c'est un peu le contraire. Hein. Ici, on avait un anneau immobile, puis un aimant là, qui se déplaçait. Ça produisait un courant. On pourrait faire exactement l'inverse. On pourrait avoir là, un aimant immobile, puis on laisse tomber un anneau. Encore une fois, là, l'anneau, comme il va s'approcher de l'aimant, ça va produire un courant induit. Okay. Donc c'est pas vraiment important là que est-ce qu'on approche l'aimant de l'anneau ou est-ce qu'on approche l'anneau de l'aimant. L'important c'est que quand les deux objets s'approchent l'un de l'autre, ça augmente le flux magnétique là, dans l'anneau. Enfin, ça fait une variation de flux magnétique dans l'anneau. Donc ça va créer là, un courant induit. Okay. Ça c'est une autre vidéo cool que j'ai trouvée. C'est une base en cuivre. Okay, un gros cylindre en cuivre. Et l'espèce de prisme rectangulaire, c'est un aimant. Okay? Et vous voyez, ce qui est cool, c'est que le gars essaie de laisser tomber l'aimant sur la plaque de cuivre. Et l'aimant, on dirait qu'il peut pas tomber directement, il peut pas tomber sec, là, puis faire un espèce de toc là, en tombant sur le cuivre, parce que, justement, à cause des champs magnétiques qui sont induits, ça va tout le temps se repousser, cette affaire-là. Fait que l'aimant, là, quand on le laisse tomber, ben, il peut pas aller cogner tout de suite sur le cuivre parce qu'il se fait repousser. Okay? Fait que dans le fond, il se fait repousser, fait que là, sa chute est comme freinée. Puis là, quand ça se stabilise, le champ magnétique, le flux magnétique devient constant. Puis là, whoop, ok, tranquillement, ça peut tomber. C'est vraiment comme s'il se faisait arrêter ou c'est comme il se faisait freiner, puis il allait juste après ça descendre, là,
en douceur ou ralenti pour aller tranquillement s'appuyer sur la plaque de cuivre. Donc, c'est une autre façon de voir que la chute là, de l'aimant va être freinée. Okay. Ça ici, c'est une autre vidéo cool là, que je voulais vous montrer. C'est ici, vous avez un aimant et vous avez un deuxième aimant ici. Okay. Donc, si on approche les deux aimants assez proches l'un de l'autre, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les deux aimants vont s'attirer. Okay. Mais comme cet aimant-là ici, il est vraiment là, placé là, près de deux gros morceaux de cuivre, dès que l'aimant va se mettre à se déplacer, ça va faire là, des courants induits. Et les courants induits, on sait ce que ça fait, c'est que ça a toujours tendance à ralentir le mouvement de l'aimant. Fait que comme l'aimant il se fait attirer vers le haut, mais un peu au ralenti, si vous voulez, on est capable là, de le filmer, là, puis on le voit vraiment là, quand il est en train de quitter un peu le sol là, pour aller se faire attirer par l'aimant. Vous voyez à un moment donné, il va se coller au plafond, là. Mais c'est comme si ça ralentissait son mouvement parce que dès qu'il bouge un petit peu, il se fait amortir au bout, là, en haut et en bas. Donc tous ces mouvements sont freinés. Sa chute est freinée, puis sa montée est freinée. Donc on est capable de capturer des moments là où vraiment l'aimant semble être en train de flotter. Okay? C'est qu'il est en train de monter, mais son mouvement se fait amortir. Okay. Donc c'est ça, on a comme l'impression de le voir bouger au ralenti, si vous voulez. Fait que c'est comme plusieurs manifestations différentes là, du même phénomène. C'est tout de l'induction électromagnétique. Okay. Et maintenant, ce que je vais faire avec vous avant de terminer la section 5.1, c'est de faire là, plusieurs petits vox pop. Il y en a, je pense, 5 ou 6. Là. Toutes des situations qui vont être très différentes les unes des autres. Des fois, ça va être des cadres avec des aimants qui s'approchent, qui s'éloignent. Il va y avoir des exemples avec des espèces de circuits, avec des interrupteurs qu'on va pouvoir ouvrir et fermer. Il va y avoir des exemples avec des solénoïdes. Fait que ce sont des exemples qui sont très différents, mais qui se résonnent toutes de la même façon. Okay? C'est qu'on regarde c'est quoi la variation du flux magnétique qui est subi okay, par les objets, et on sait que ces objets-là vont faire un champ magnétique induit qui va s'opposer à la variation du flux magnétique. On va vous demander dans quel sens le courant va se déplacer. Généralement, ça va être ça la question. Fait que je vais faire le premier. Fait qu'un aimant s'éloigne d'un cadre conducteur, tel qu'illustré. Le courant induit dans le cadre est-il d'orienter comment, de quel point à quel point. Okay. Fait que vous voyez la situation, vous avez un cadre conducteur, okay. Et vous avez un aimant, comme ça, pour le nord, pour le sud, et l'aimant s'éloigne. Donc ça ressemble beaucoup aux situations qu'on a faites tout à l'heure. Okay. Donc ici, si vous avez le pôle sud de l'aimant qui est là, les lignes de champ magnétique, là, on sait qu'il rentre dans le pôle sud. Okay. Donc en ce moment, là, le cadre est en train de se faire traverser par des lignes de champ magnétique qui pointent vers la droite, mais l'aimant s'éloigne. Fait que vous avez des lignes de champ magnétique qui pointent vers la droite, mais ces lignes-là diminuent de plus en plus. Fait qu'avoir des lignes qui pointent vers la droite, mais qui diminuent, ça revient à dire que vous avez une variation du flux magnétique là, qui pointe vers la gauche. Okay? Fait que pour contrer ça, le cadre, lui, il va essayer de faire un champ magnétique induit qui va pointer là, vers la droite. Okay? Et avec votre règle à main droite, si vous mettez votre pouce vers la droite, vous allez voir que ça va faire du courant qui va tourner dans ce sens-là, du courant induit. Donc, je vais peut-être changer la couleur de mon crayon là, pour que ce soit un peu plus... je vais écrire en rouge, tiens, ça va peut-être un peu plus paraître. Donc, c'est ça, ça fait un courant là, induit qui va circuler dans cette direction-là. Et donc, c'est un courant qui va passer de P vers Q. Ok, donc ça serait A, la bonne réponse. Un courant induit qui va de P vers Q. Deuxième situation, ça ressemble un petit peu à la vidéo que je vous ai montrée. Imaginez un aimant qui est fixe, puis un cadre là, qui va tomber. Fait qu'on dit on place un cadre conducteur au-dessus d'un aimant et on le lâche. Le cadre tombe sous l'effet de la gravité. Le courant induit dans le cadre est-il orienté? Dans quelle direction? Okay. Ici, vous avez un aimant pour le nord, pour le sud. Donc, les lignes de champ magnétique, là, ça sort du pôle nord. Ça s'appelle tour comme ça rentre dans le pôle sud, mais ça sort du pôle nord, puis ça rentre comme ça dans le pôle sud. Fait qu'ici, ce que vous avez, c'est que votre cadre, là, il se fait traverser par des lignes de champ magnétique qui pointent vers le haut. Puis, en tombant, là, votre cadre se rapproche de votre aimant, donc est traversé par des lignes de champ magnétique qui pointent vers le haut, puis qui deviennent de plus en plus fortes. Okay? Donc, il subit une variation de flux magnétique qui pointe vers le haut. Et le cadre, lui, donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire du champ magnétique induit qui va pointer vers le bas. Et prenez votre main droite, mettez votre pouce vers le bas, vous voyez que ça va faire un courant induit qui va tourner dans cette direction-là. Donc, qui va tourner, là, qui va passer de Q vers P. Donc, ça va être B, la bonne réponse. Donc, ça va être ça ici.
OK. Là, ici, on a des problèmes différents. Ici, on avait des cadres avec des aimants. Ça ressemble beaucoup aux situations qu'on a faites directement dans la section 5.1. Ici, on a quelque chose d'un petit peu plus original, si vous voulez. Mais ça, vous allez voir, ça se fait pas mal de la même façon. Okay. On a deux cadres conducteurs qui sont placés un dans l'autre. Hein. Le cadre A il est plus grand, le cadre B est un petit peu plus petit. Si on ferme l'interrupteur situé sur le cadre A, que se passera-t-il? Okay. Donc, dans le cadre A, vous voyez, il y a une pile. Okay. Pour l'instant, il n'y a pas de courant qui est créé par la pile parce que le circuit est ouvert. Okay. Là, quand on va fermer l'interrupteur, qu'est-ce qui va arriver? Okay. Ben, au début, il n'y a aucun courant, il n'y a aucun champ magnétique. Okay. Tout est arrêté, il n'y a rien qui se passe. Okay. Quand on va fermer l'interrupteur, donc quand l'interrupteur va connecter ensemble ces deux fils électriques-là, ces deux parties du cadre-là, qu'est-ce qui va arriver? La pile va faire un courant. Okay? Fait qu'il va y avoir un courant là, qui va se mettre à circuler dans ce sens-là, dans le cadre A. Okay? Et qu'est-ce qui arrive? Quand vous avez du courant qui circule dans un cadre ou dans un anneau, ça produit du champ magnétique. Rappelez-vous de la section 4.8. Prenez votre règle à main droite. Ben, prenez votre main droite et avec vos doigts, là, tournez vos doigts dans le sens horaire. Qu'est-ce que ça va faire, ça, si vous tournez vos doigts dans le sens horaire? C'est que ça va faire un champ magnétique qui va entrer dans le plan du schéma. Okay. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que au début, là, dans la situation initiale, le cadre B, là, il était traversé par aucun champ magnétique. Donc, il y avait un flux magnétique égal à 0. Okay. Et là, tout à coup, en fermant l'interrupteur, il se met à avoir du champ magnétique qui entre dans l'écran, donc qui traverse l'air du cadre B. Donc, le cadre B qui est habitué d'avoir 0 flux magnétique, là, tout à coup, il se met à avoir du flux magnétique qui entre dans l'écran. Donc, ça veut dire qu'on lui a fait subir là, une variation de flux magnétique qui rentre dans l'écran, qui est dirigé dans la direction comme ça. Et pour faire donc lui, il veut se défendre, là, si on peut dire. Là. Fait qu'il va faire un champ magnétique induit qui va s'opposer à ça. Fait qu'il va faire un champ magnétique induit qui va sortir de l'écran. Okay, donc je pourrais écrire ça comme ça. Là. Il va faire le cadre B, il va faire un champ magnétique induit qui veut sortir de l'écran. Et comment on peut faire ça? Mais prenez votre main droite. Si vous pointez votre pouce qui sort de l'écran, vous allez voir que ça va faire un courant qui va apparaître dans le sens anti-horaire. Okay? Donc, pour produire le champ magnétique induit. Donc, la réponse était dans le sens anti-horaire, ça va être C, la bonne réponse. Okay? Puis dans le fond, on peut, comme, oui, c'est correct de voir avec les champs magnétiques, okay? Mais on peut le voir aussi comme un petit peu par les courants, si vous voulez. T'sais, si on se met à avoir du courant dans ce sens-là, ben, le cadre B, on dirait qu'il va comme se défendre ou essayer de faire le contraire de ce qu'on est en train de faire subir. Fait que la façon de maintenir s'il veut comme rester à ce qu'il était au début, il est habitué d'avoir un flux magnétique égal à 0, mais lui il va essayer de faire du courant dans le sens contraire pour compenser puis annuler, parce que lui il aimerait ça revenir à ce qu'il y avait au début. Au début il y avait un flux magnétique égal à 0, puis il aimerait ça revenir à 0. Okay, c'est ça qu'il essaie de pas changer d'état. Okay. Si on a une question un petit peu différente, encore avec les deux cadres A et B, cette fois-ci c'est que au départ c'est connecté. Puis là, on va le déconnecter. On va ouvrir l'interrupteur, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et le cadre B, il est plus à l'intérieur du cadre A, il est à l'extérieur, il est à côté. Okay, fait que voyons qu'est-ce qui se passe. Fait au début, dans la situation initiale, qu'est-ce qui arrive? L'interrupteur est fermé. Fait que dans le cadre A, il y a un courant qui circule dans cette direction-là. Okay. Donc, dans le cadre A, au début, là, si vous prenez la règle à la main droite, là, ben, faites tourner vos doigts dans le sens horaire. Vous allez voir que ça fait un champ magnétique qui entre dans l'écran. Okay. Quand on fait la règle de la main droite comme ça, quand vous avez un anneau là, ou un cadre qui est parcouru par un courant, on peut trouver la direction du champ magnétique qui est produit au centre de ce cadre-là. Okay. Bon, là, dans ce cas-ci, ça entre dans l'écran. Mais les lignes de champ magnétique, rappelez-vous, là, ça tourne autour des fils, ça tourne autour des cadres. Okay. Fait que si à l'intérieur du cadre A, vous avez du champ magnétique qui entre, ben, les lignes de champ magnétique, elles tournent autour. Ça veut dire que quand vous êtes à l'extérieur du cadre A, vous avez du champ magnétique qui sort. Hein. Les lignes de champ, là, c'est quand vous êtes à l'intérieur du cadre, ça rentre. Puis, quand vous êtes à l'extérieur du cadre, ça va sortir. Okay. Si on voulait dessiner les lignes de champ magnétique, c'est pas évident à dessiner, là, mais ça ferait comme, tu sais, les lignes de champ magnétique, elles tournent comme ça. Elles font ça comme ça. Fait que, quand elles sont à l'intérieur du cadre, ça rentre, mais elles sortent. Quand vous êtes à l'extérieur, fait que, ça sort, ça rentre. Ça sort, ça rentre. C'est vraiment pas évident à dessiner, là, mais c'est ça. Okay. Donc,
À l'intérieur du cadre A, le champ magnétique entre dans l'écran. Quand on est à l'extérieur du cadre A, le champ magnétique sort de l'écran. Et le cadre B, il est à l'extérieur du cadre A. Hein. Ça veut dire qu'il y a du champ magnétique là, qui sort de l'écran, qui est partout, là, comme ça, là, autour du cadre A. Okay? Donc, dans la situation initiale, qui est celle-ci, le cadre B, il est habitué, si vous voulez, là, de se faire traverser par du champ magnétique qui sort de l'écran. Donc, il y a un certain flux magnétique constant qui sort de l'écran. Okay. Et là, ce que vous venez de faire, c'est que vous allez venir ouvrir l'interrupteur. Quand vous allez ouvrir l'interrupteur, le courant va arrêter. Si le courant arrête, le champ magnétique va arrêter. Okay. Donc, le cadre B, lui, était habitué d'avoir du flux magnétique qui sort de l'écran. Puis là, tout à coup, oups, son champ magnétique, il se réduit, puis même il va tomber à zéro. Fait que quand vous faites ça, là, vous êtes en train de faire une variation de flux magnétique qui va entrer dans l'écran. Vous allez avoir un défi M, une variation de flux magnétique qui va entrer dans l'écran. Okay. Donc, pour essayer de s'opposer à ça, le cadre B, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un champ magnétique induit qui va vouloir sortir de l'écran. Et s'il veut faire un champ magnétique induit qui sort de l'écran, comment il va faire ça? Avec la règle de la main droite, là, mettez votre pouce qui sort de l'écran, vous allez voir que ça va faire un courant qui va tourner dans le sens anti-horaire. Donc, dans le sens anti-horaire, ça va être C, la réponse. Okay. Et ça, fait que lui, on le voit quand même assez bien, c'est qu'au début, dans la situation initiale, il y avait un champ magnétique qui sortait. Puis là, tout à coup, on essaie d'y enlever. Le cadre B, il veut maintenir ce champ magnétique-là, fait qu'il va essayer de faire du champ magnétique qui sort de l'écran. Pour faire ça, ben, il va faire un courant dans le sens anti-horaire. Okay. Donc, vous voyez, ces deux situations-là, c'était pas mal différent là, des cadres et des aimants qu'on a vus dans la section 5.1, mais ça se résout de la même façon. C'est qu'on regarde c'est quoi la variation du champ magnétique, c'est quoi la variation de flux magnétique que notre objet est en train de subir, et il va toujours faire un champ magnétique induit qui va essayer de pointer, qui va être dans la direction contraire, ça va s'opposer à la variation du flux magnétique. Okay. Et on va faire deux derniers exemples. Un avec, ça va être avec des solénoïdes, dans ce cas-ci. Donc, si vous avez un solénoïde qui s'approche, vous avez un aimant qui s'approche d'un solénoïde. Okay. On veut déterminer dans quel sens est-ce qu'il va y avoir du courant induit qui va traverser le résisteur. Okay. Ici, vous avez un aimant, pôle nord vers la gauche. Okay. Un pôle nord vers la gauche, ça veut donc dire que ça fait des lignes de champ magnétique qui pointent vers la gauche. Les lignes sortent comme ça de l'aimant, ils sortent du pôle nord, puis on sait qu'ils font le tour, puis qu'ils re-rentrent dans le pôle sud, mais c'est plus ici ce qui nous intéresse. Okay. Et l'aimant s'approche. Okay. Donc, ça veut dire que le solénoïde, là, il se fait traverser par des lignes de champ magnétique qui pointent vers la gauche. Et quand on approche l'aimant, les lignes de champ magnétique qui pointent vers la gauche, mais ils deviennent de plus en plus fortes. Okay. Ça signifie donc quoi? Ça signifie que votre solénoïde, là, quand l'aimant s'approche, il est en train de subir, je ne sais pas trop l'écrire, je vais l'écrire ici, ça veut dire qu'il subit une variation de flux magnétique qui pointe vers la gauche. Okay. Donc, pour s'opposer à ça, qu'est-ce qu'il va faire votre solénoïde? Il va essayer de produire là, un champ magnétique induit qui va pointer dans la direction contraire, qui va pointer vers la droite. Okay. Maintenant, comment il peut produire un champ magnétique induit vers la droite? Si vous prenez votre main droite, vous pointez votre pouce vers la droite, vous allez voir que ça doit faire un courant qui tourne dans cette direction-là. Okay, le courant doit tourner comme ça, donc il pourrait aller par exemple, là, le courant doit aller comme ça, par en bas, ça va tourner, ça va remonter ici, le courant va aller comme ça va faire le tour comme ça. Okay. Et ça veut dire que si le courant ici va vers le bas, ça veut dire qu'ici il va vers la gauche, ça veut dire qu'ici il va vers la gauche, puis on le voit ici, le fil, ça tourne comme ça, puis quand le fil passe derrière, là, ça remonte comme ça, fait que le courant il va comme ça. Okay. Fait qu'on voit dans quel sens le courant va tourner, puis en analysant le dessin un petit peu avec la perspective, donc on comprend que le courant induit là, va aller vers la gauche. Okay. Donc ça va être A, la réponse. Okay. Fait que toujours ça, on regarde dans quelle direction, dans quel sens pointe votre variation de flux magnétique, et l'objet va faire un champ magnétique induit qui pointe dans la direction contraire pour s'opposer à la variation du flux magnétique. Okay. Et dernier exemple que je vais faire avec vous dans cette section-ci, vous avez un solénoïde, un long solénoïde, okay, qui est connecté à une pile et un interrupteur. Ça, c'est la situation initiale. Fait qu'au début, quand le problème commence, il n'y a pas de courant. Okay, l'interrupteur est ouvert, fait qu'il n'y a pas de courant qui traverse le solénoïde, il n'y a pas de champ magnétique nulle part. Okay. Cet interrupteur se ferme. Dans quelle direction sera induit le courant dans l'anneau rouge? Okay. Fait que c'est un solénoïde, et autour du solénoïde, il y a un anneau conducteur qui est un petit peu plus gros que le solénoïde. Fait qu'on peut dire que le solénoïde, là, il passe
à l'intérieur de l'anneau, si vous voulez. Donc, c'est ça. Fait on va analyser ça de la même façon. Fait au début, il n'y a pas de courant, il n'y a aucun champ magnétique. Okay. Là, qu'est-ce qui arrive si on ferme l'interrupteur? Ben, en fermant l'interrupteur, il se met à avoir du courant qui circule dans notre solénoïde. Donc, le courant va aller là, dans cette direction-là, il va aller comme ça, il va tourner comme ça. Et après ça, le courant va remonter comme ça, il va aller dans le fil, puis bon, ça va tourner comme ça. Fait que le courant, là, partout, tourne dans cette direction-là. Okay. Fait que d'après le dessin, là, si vous utilisez votre règle en main droite, là, prenez vos doigts, essayez de reproduire le sens d'enroulement du courant. Vous allez voir que ce solénoïde-là, quand il est traversé par un courant, il va produire un champ magnétique qui va pointer vers la gauche. Okay. Fait que là, regardons ce qui est arrivé. L'anneau, là, dans la situation initiale, mais il n'y avait aucun champ magnétique. Donc, il y avait 0 flux magnétique. Fait que lui, il est habitué d'avoir un flux magnétique qui est égal à 0. Okay. Puis là, tout à coup, quand vous branchez le courant, bang, vous mettez à avoir un champ magnétique qui pointe vers la gauche, qui traverse l'anneau. Donc là, vous mettez à avoir du flux magnétique qui traverse l'anneau vers la gauche. Au début, il n'y avait rien. Puis là, tout à coup, bang, il se met à avoir du flux magnétique qui le traverse vers la gauche. Donc, vous lui avez fait subir une variation de flux magnétique qui pointe vers la gauche. Donc, lui, pour contrer ça, pour se défendre contre ça, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, votre anneau, il va essayer de produire un champ magnétique induit qui va être vers la droite. Et si vous prenez votre main droite, pointez votre pouce vers la droite, faites tourner vos doigts, vous allez voir que le courant dans l'anneau, il va tourner dans ce sens-là. Okay, donc il va tourner comme ça, là, ça va remonter en arrière du schéma, ça va tourner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Okay. Donc on voit que le courant dans votre anneau, il va se mettre à tourner, là, il va passer du point A au point B. Donc de A vers B, ça va être B, la bonne réponse. Okay. C'est ça, fait qu'on a fait là plusieurs situations complètement différentes, des contextes là, quand même assez différents. Fait qu'au début, c'est des cadres avec des aimants qu'on approche ou qu'on éloigne. Après ça, avec comme des circuits là, avec des petits morceaux de fil, des petites espèces de cadres de fil. Là, ça finit avec des solénoïdes, avec des courants qu'on active, qu'on désactive, avec des anneaux qui entourent les solénoïdes. Fait que c'est toutes des situations qui étaient très, très, très différentes. Mais dans tous les cas, c'est tout le temps la même façon de raisonner. Fait qu'on regarde tout le temps c'est quoi la variation du flux magnétique que l'objet est en train de subir. Et ensuite, on sait que l'objet va créer un champ magnétique induit de manière à s'opposer à la variation du flux magnétique externe. Okay. Donc, ça termine la section 5.1. Comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment d'équation dans cette section-là. C'est vraiment juste qualitatif, là, savoir dans quel sens vont se produire les phénomènes. Et dans les prochaines sections, il va commencer à avoir des équations, puis on va calculer vraiment là, combien de Tesla, ou c'est quoi le courant, là, combien d'ampères va avoir notre courant induit, ce genre de choses-là. Donc des calculs un peu plus numériques. Donc voilà, fait que c'est tout pour 5.1. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.